Bonjour à tous. Après avoir étudié le cadre général français qui a conduit nos industries vers la situation que nous constatons aujourd'hui, nous allons à présent tenter de comprendre la stratégie des économies dominantes dans la mondialisation, principalement les États-Unis. Alors, ce faisant, nous observerons un élément clé de la puissance commerciale de ce pays au XXIe siècle, et même au XXe, qui est la protection de ses industries. Alors avant tout, nous allons nous demander comment développer une industrie dans l'histoire de l'humanité. On s'appuiera ici sur l'ouvrage d'Eric Reinert, en simplifiant évidemment, en schématisant une pensée un petit peu plus complexe, mais qui peut être résumée comme suit. Tout développement industriel s'opère en deux temps. D'abord par le développement d'une agriculture solide et modernisée, qui, grâce à un développement technologique fort, permet de produire davantage de nourriture pour moins de bras, et donc de détourner une partie de la population jusqu'ici dans le monde agraire vers des villes, ce qui permet une urbanisation, le développement d'un artisanat, d'un salariat et de petites industries qui vont produire, qui vont créer de la valeur ajoutée et qui vont diversifier les activités jusque-là possibles par le biais de manufactures. Donc, premier point, le développement d'une agriculture solide et modernisée. Dans un second temps, constitution d'une industrie encadrée et protégée par l'État. Alors évidemment, le rôle de l'État dans le développement d'une industrie est très important, puisque c'est l'État qui réalise des investissements en tout genre, notamment des investissements dans les infrastructures, les routes, les ponts, les lignes de chemin de fer, les ports, dans la recherche et développement par le biais de subventions, et qui donc va appuyer les industries en développement par des investissements. Parallèlement à ça, l'État développe un système éducatif et va chercher à former de la main-d'œuvre qualifiée et des cadres d'entreprise, des ingénieurs, des chercheurs, afin de développer technologiquement ces industries. Il y a là aussi une présence étatique très importante sur le système éducatif. Enfin, l'État va protéger les industries naissantes pour qu'elles puissent faire face aux industries matures qui sont plus compétitives et qui dominent déjà des marchés importants. Et donc l'État va protéger ces entreprises au biais de réglementations qui vont être favorables à ces petites sociétés nationales. Pour ce faire, l'État dispose de plusieurs outils. Il peut jouer sur la politique monétaire, sur les commandes publiques, sur les tarifs douaniers, sur le contrôle des capitaux, sur la commande publique de façon générale, sur la préservation de certains marchés à ces seules entreprises nationales. Dit autrement, pour développer une industrie, il y a deux temps où, dans le premier temps, vous faites grossir les industries en leur garantissant votre marché intérieur, et où dans un second temps, une fois que ces industries sont suffisamment importantes, ont suffisamment de trésorerie, de savoir-faire et ont pu expérimenter leurs produits sur un marché protégé, vont s'ouvrir au marché extérieur, au marché à l'international, après avoir atteint cette taille critique. Donc observons le cas des États-Unis qui sont les champions du protectionnisme quelque part, même si les Chinois ont récemment développé cette grande capacité. Les États-Unis sont également un pays très protectionniste encore aujourd'hui, chose que pas assez de gens comprennent. On peut identifier en effet trois piliers de la politique industrielle des États-Unis d'Amérique, et ce sont des piliers qui n'ont jamais vraiment changé, qui sont présents dans ce pays depuis au moins un siècle et qui continuent aujourd'hui d'exister. Dans un premier temps, un premier pilier qui concerne la protection des industries nationales par la réglementation. Les États-Unis ont développé des systèmes de préférence nationale qui sont systématiques concernant leurs commandes publiques. Par le Buy American Act de 1933, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, le but est que les entités publiques privilégient systématiquement des entreprises américaines lorsqu'elles passent commande. Ensuite, vous avez eu diverses autres réglementations, entre 1974 et 1979, où le but était de réglementer les seuils d'importation pour soutenir les entreprises locales, pour ne pas se faire submerger par des produits étrangers à prix plus faibles. Les États-Unis ont mis en place des réglementations, des seuils d'importation, de sorte qu'il n'y ait pas cette espèce de compétition pour lesquelles des entreprises américaines auraient été défavorables. Et même dans les années 80, même sous l'ère Reagan, vous avez eu des réglementations
qui ont suspendu le principe du laisser-faire que Reagan voulait mettre en place face à la concurrence japonaise extrêmement forte à ce moment-là, qui inquiétait beaucoup le Congrès américain. Dit autrement, la protection des industries nationales par la réglementation est une politique industrielle caractéristique des États-Unis, même si peu de gens le savent, et qui a pu se mettre en œuvre, a pu se maintenir, se confirmer, y compris sous l'ère des plus libéraux, des plus ultra-libéraux présidents des États-Unis comme l'était Reagan. Le deuxième pilier de cette politique industrielle, c'est l'ouverture des marchés étrangers par le droit international. Donc si d'un côté vous faites en sorte de préserver votre tissu économique local par un certain nombre de réglementations, les États-Unis dans le même temps vont essayer d'inciter les autres marchés à s'ouvrir davantage, soit par des accords de libre-échange qu'ils vont faire signer comme l'ALENA entre le Canada, le Mexique, les États-Unis et ainsi de suite, soit via des institutions internationales qui vont être plus ou moins dominées, et plutôt plus que moins, par les États-Unis. Le FMI, l'OMC ou la Banque mondiale incitent systématiquement des pays à s'ouvrir davantage au commerce et à donc échanger plus, à avoir des réglementations beaucoup plus favorables à une ouverture commerciale, bien davantage qu'à une protection des industries. Donc ça, ce sont deux mécaniques de défense et, pour ainsi dire, d'attaque commerciale que les États-Unis mettent en place ou envisagent ou encouragent assez régulièrement. Un troisième pilier concerne le soutien aux entreprises, qui est là un soutien direct de l'État, des États fédérés et de l'État fédéral américain vis-à-vis des entreprises nationales. Un soutien institutionnel à la pénétration des marchés qui, là aussi, s'est manifesté dans les années 2010 du temps d'Obama par le National Export Initiative. Une question des commandes publiques favorables aux entreprises américaines qui systématiquement donc continuent de les appuyer et d'assurer une préférence nationale. Des subventions massives à la recherche et développement. En 2010, par exemple, l'État américain a subventionné 147,6 milliards de dollars pour ces entreprises dans la recherche, et également des réseaux d'acteurs cohérents, qu'il s'agisse de l'État fédéral, des États fédérés, des universités, des centres de recherche. Vous avez une organisation réticulaire de soutien aux entreprises et aux entreprises exportatrices aux États-Unis, qui joue aussi sur cette dualité entre le niveau fédéral et le niveau des États fédérés, qui peut là aussi jouer sur la question des réglementations du premier pilier, ou par l'État fédéral sur l'ouverture des marchés étrangers par l'arme diplomatique, donc deuxième pilier. Ce qu'on constate finalement depuis 2008, mais même depuis avant, c'est que la mondialisation actuelle s'appuie en fait sur la protection des industries et non sur une ouverture débridée des marchés qui serait fondée sur un retrait de l'État. Le décollage asiatique et l'exacerbation de la concurrence mondiale ont fait naître un vrai besoin pour les économies occidentales a fortiori de protectionnisme, puisque nos économies sont matures et que les économies en développement, les BRICS, sont en plein décollage. Ces BRICS doivent leur développement récent à des politiques protectionnistes d'ailleurs. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud sont des pays dans lesquels il y a un protectionnisme, des réglementations et tout un tas de systèmes internes qui permettent de protéger les entreprises, les industries nationales vis-à-vis de la concurrence et de les stimuler à l'international. Donc les États-Unis eux-mêmes, dans ce cadre-là, renforcent leurs dispositifs, comme ils l'ont toujours fait, avec un certain pragmatisme, qui, de toute façon, est fondamental pour leur sécurité, pour leur niveau de vie, pour le tissu industriel de leur pays. Ce qui veut dire que, en d'autres termes, la protection des industries nationales est devenue la politique à suivre dans la mondialisation actuelle, qu'on le veuille ou non, puisque c'est la politique que suivent les pays en plein décollage, la politique que suit la Chine, et la politique que les États-Unis renforcent chaque jour davantage, et donc c'est devenu la norme. Or, seule l'Union européenne, dans ce cadre-là, reste cantonnée au dogme des années 70, fondé sur une ouverture exacerbée de ces marchés et de ces entreprises à l'international, des systèmes de non-protection des industries au nom d'une concurrence libre et non faussée, et qui en réalité menacent directement chacune de nos industries, françaises en particulier, comme nous allons le voir tout de suite. L'Union européenne s'oppose d'une façon ou d'une autre, plus ou moins directement, plus ou moins volontairement, à notre industrie française,
dans la mesure où cette industrie a toujours exigé un rôle prépondérant de la part de l'État français. Or, dans le cadre du droit européen, l'État est incapable d'être stratège, et ce pour de nombreuses raisons. Un État stratège signifie, dans ma bouche, que cet État-là va permettre de mettre au point, de disposer d'un cadre dans lequel les entreprises peuvent s'épanouir. Il ne s'agit évidemment pas d'un État dirigiste ou soviétique, mais d'un État qui permet d'insuffler à son économie, à ses entreprises, un cadre suffisamment protégé, un cadre suffisamment viable pour que ces entreprises puissent se développer. C'est comme ça qu'on peut appeler très rapidement le principe d'un État stratège. Il ne s'agit pas d'un État 100% dirigiste. L'Union européenne empêche le développement d'une industrie puissante en France du fait de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. L'article 3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne dispose en effet que l'Union européenne est la seule autorité compétente en matière d'union douanière, de règles de concurrence sur le marché intérieur, de politique monétaire pour les pays de la zone euro, de politique commerciale commune et, pour conclusion, de traités internationaux. Alors, ce qu'implique cette répartition des compétences, c'est que du fait de l'union douanière, les États sont incapables de réaliser des restrictions aux importations, comme le faisaient les États-Unis face à la concurrence japonaise dans les années 80, ce qui induit nécessairement une détérioration du solde commercial, donc des importations largement supérieures aux exportations que l'on peut créer, puisqu'on ne peut pas protéger les industries locales et que du fait de cette union douanière, les marchandises importées ne peuvent pas ne pas inonder quelque part le pays importateur. Donc cette union douanière a un effet particulièrement pernicieux sur le tissu industriel et commercial et même agricole français. Les règles de concurrence sur le marché intérieur font que seul le plus fort gagne dans le cadre de l'Union européenne, puisqu'il y a des systèmes de concurrence qui sont les mêmes pour des pays qui n'ont rien à voir entre eux, en particulier au sein de la zone euro, ce qui privilégie systématiquement l'Allemagne, au détriment évidemment de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et même de la France. La politique monétaire, de son côté, dans le cadre de la zone euro, dans laquelle la France est avec 18 autres pays, induit des dévaluations compétitives rendues impossibles et une monnaie surévaluée. Il se trouve que la politique monétaire de la France, historiquement, est de stimuler la compétitivité, bien sûr, de ces entreprises via des dévaluations compétitives, c'est-à-dire une augmentation de la quantité de monnaie dans le système qui permet donc de dévaluer la monnaie et de rendre les coûts salariaux moins chers par des politiques stratégiques. Évidemment, dans le cadre de l'euro et du fait que la valeur fixée par l'euro induit une moyenne entre la valeur du mark allemand et la valeur de toutes les autres monnaies en cours dans l'euro, font que cette monnaie est tirée vers le haut par l'Allemagne, donc surévaluée pour nous, et a fortiori surévaluée pour les autres pays latins. Ce qui donc joue sur nos capacités exportatrices contre nous. La politique commerciale commune, de son côté, fait que la France n'a pas de contrôle sur les partenaires commerciaux auprès desquels elle s'engage, puisque c'est l'Union européenne qui réglemente seule cette politique. On ne peut donc pas faire de grandes politiques, faire de politiques restrictives vis-à-vis d'autres pays qui menaceraient notre commerce ou nos intérêts géostratégiques. Les traités internationaux, enfin, relèvent d'une compétence exclusive de l'Union européenne et donc ne nous permet pas de contrôler la condition et les conditions des échanges lorsque l'Union européenne réalise des traités. Lorsque, par exemple, l'Union européenne réalise des traités auprès du Vietnam ou de la Chine, évidemment, les intérêts commerciaux de l'Allemagne et les intérêts commerciaux de la France ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, le fait de ne pas contrôler les conditions des échanges font que des traités internationaux ratifiés par l'Union européenne puissent être particulièrement délétères pour notre tissu industriel français. L'article 4 du TFUE, de son côté, va évoquer les compétences qui sont partagées avec les États membres. Donc les compétences pour lesquelles les États membres doivent rendre des comptes à une autorité supérieure qui est la Commission européenne. Donc ces pays doivent rendre des comptes
en matière du marché intérieur, de la politique sociale, de la cohésion économique, sociale et territoriale, en matière d'agriculture et de pêche, d'environnement, de protection des consommateurs, de transport, etc., d'énergie. Donc comme vous le voyez, ce sont des secteurs très larges et qui instillent dans ces pays un cadre très rigide pour lequel il est impossible de s'adapter ou de planifier une grande politique industrielle en autonomie, puisque soit les éléments principaux de votre contrôle et de vos instruments pour être stratège sont détenus par l'Union européenne, soit vous devez rendre des comptes à la même Union européenne dès lors que vous souhaitez développer une politique ambitieuse pour votre industrie. Autrement dit, l'Union européenne empêche tout État d'être véritablement stratège puisqu'il a les mains liées, puisqu'il doit toujours rendre des comptes et qu'il ne peut donc pas développer de façon sereine un cadre profitable pour ses entreprises nationales. La libre concurrence comme cadre juridique a aussi un effet et c'est un principe qui a toujours été très fort au sein de la communauté européenne et ce depuis le traité de Rome. La libre concurrence comme cadre juridique, en réalité, elle s'inspire de réglementations américaines datant de la fin du 19e siècle, notamment le Sherman Antitrust Act, qui n'est pas du tout, pour le coup, un modèle de développement européen ou français. Le modèle de développement des entreprises européennes, des économies européennes, qu'elles soient françaises, allemandes ou britanniques, a toujours été celui du cartel et de grands conglomérats qui ne se soumettaient pas à des réglementations antitrust avant les années 50, puisque l'Union européenne se crée à partir des années 50. Ces réglementations d'inspiration américaine sont donc des réglementations antitrust qui aujourd'hui s'opèrent au niveau européen et français, puisque ces réglementations, d'abord réalisées au sein de traités, se sont déclinées dans la législation des différents États membres. Ces réglementations concernent les ententes restrictives de concurrence, c'est-à-dire lorsque des entreprises coopèrent l'une avec l'autre afin de tenir le marché et de se le répartir, carrément le système du cartel à l'ancienne. La position dominante des entreprises, qui peut donc être notamment un monopole ou un oligopole, ou la concentration des entreprises, qui est quasiment un pendant de ces deux premières positions. Alors, ces réglementations antitrust ne peuvent pas être remises en cause par les États membres, au sens de la réglementation 1998 par la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est donc un cadre juridique très fort qui limite la capacité de l'État de se rapprocher de ces grandes entreprises et surtout de développer de grands conglomérats qui permettraient de soutenir une concurrence internationale qui, elle, n'est pas soumise à ces mêmes réglementations. Autrement dit, la libre concurrence comme cadre juridique empêche les entreprises françaises et européennes de développer l'équivalent d'un General Electric, voire d'un CRRC dont les Chinois sont si friands, des conglomérats monstrueux incluant d'anciens conglomérats eux-mêmes déjà monstrueux et qui sont en quasi-monopole sur leur propre marché. Au sens des réglementations européennes, ces principes sont totalement interdits. Alors il se trouve que la libre concurrence aussi, jusque dans les années 80, 90 et 2000, n'a pas nécessairement été un mal pour l'économie européenne, mais la production législative en la matière n'a cessé de s'accélérer depuis les années 2000, et notamment à partir de 2004. Et donc, ce principe de libre concurrence a imprégné de plus en plus notre tissu économique et nos réglementations, alors que jusque-là, il n'était pas nécessairement aussi fort et pas nécessairement aussi pernicieux. Le cadre européen empêche également l'État d'aider ces entreprises. Or, il y a deux façons d'aider des entreprises, comme le font les États-Unis par exemple, c'est-à-dire par des financements directs ou par de la commande publique, entre autres. Les aides d'État, dans le cadre de l'Union européenne, sont très sévèrement encadrées, au sens de l'article 107 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'ancien article 92 du CEE. Et cet article 107 interdit les aides accordées par les États et au moyen de ressources d'État favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Autrement dit, les aides d'État ne peuvent pas être accordées à des entreprises. Certaines aides sont effectivement compatibles avec le marché commun, comme les aides régionales, les aides aux PME, la protection de l'environnement ou la formation, mais ces aides sont néanmoins interdites pour toute activité d'exportation et pour les grandes entreprises. Autrement dit, dans le cadre des réglementations européennes, l'État français ne peut pas subventionner ces grandes entreprises, en tout cas il ne peut pas les subventionner de façon importante, directement.
Au sens de l'article 108 du TFUE, la Commission européenne procède à l'examen permanent des régimes d'aide et donc vous avez ce contrôle qui est assuré par la Commission européenne, un État qui doit sans cesse rendre des comptes auprès de la Commission européenne pour savoir si les aides qu'il a fournies à l'entreprise étaient légales ou pas. Et évidemment, si ces aides n'étaient pas légales, c'est l'entreprise elle-même qui doit rembourser le trop perçu à la Commission européenne et non pas l'État français. Dit autrement, l'encadrement des aides d'État dans le cadre de l'Union européenne est particulièrement délétère dans la mesure où les États sont très réticents à participer à des subventions massives de leurs industries, contrairement à tous les autres États du monde, et où les seules aides compatibles avec le marché commun sont des aides très minimes. Les aides régionales n'ont évidemment rien à voir avec des grandes aides d'État telles que la France des années 60 a pu en faire. Donc vous avez cet encadrement des aides d'État qui nuit particulièrement aux entreprises françaises. Ensuite, vous avez la problématique de la commande publique. Contrairement au Buy American Act, qui est en vigueur aux États-Unis depuis 1933, les États-Unis qui sont ce pays socialiste que vous connaissez bien, contrairement donc aux États-Unis, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite au sens de la jurisprudence européenne. Et ce sont de nombreux arrêts de la Cour de justice des communautés européennes qui ont interdit la préférence nationale, qui pourtant s'applique aux États-Unis. Donc, il y a des exceptions pour les activités de défense, on le verra tout à l'heure, où là, la commande publique peut vraiment être réalisée directement par l'État, mais pour le reste, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite par la justice européenne. Les États membres de l'UE ne peuvent donc pas faire ce que les États-Unis font chez eux, ni via des aides d'État, ni via la commande publique. Enfin, l'État est incapable de protéger ses entreprises en contrôlant les mouvements de capitaux. Or, le contrôle des mouvements de capitaux est un instrument susceptible de protéger les entreprises nationales par divers moyens. Alors pour en donner une brève définition, pour vous expliquer très brièvement à quoi correspond le principe de contrôler les mouvements de capitaux, c'est qu'il s'agit de réserver sur son sol, sur le sol national, certains secteurs d'activité à ces seules entreprises nationales, d'empêcher le rachat d'entreprises de brevets ou de savoir-faire jugés stratégiques par un groupe étranger, ou d'interdire certaines délocalisations. C'est ça, le contrôle des mouvements de capitaux. Ça peut être, concrètement, ça peut renvoyer à tout ça. Or, depuis l'acte unique de 1986, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Cet article est toujours en vigueur au sens de l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et interdit donc le contrôle des mouvements de capitaux que je vous ai cités. Ça, c'est le cadre général. Et autrement dit, il est impossible à un État d'empêcher une délocalisation, d'empêcher le rachat d'entreprises, de brevets ou de savoir-faire stratégiques par un groupe étranger ou de réserver sur son sol certaines activités à ces seules entreprises nationales, sauf rares exceptions. Et il se trouve que dans le cadre de l'affaire Alstom, eh bien, c'est un cas particulier, puisque en matière de contrôle des mouvements de capitaux, l'affaire Alstom ne s'intègre pas dans cette problématique. Alors s'il est vrai que la réglementation européenne nuit particulièrement au tissu industriel français, et donc a nuit de près ou de loin à Alstom, sans parler des affaires de 2004, où c'est la Commission européenne qui a démantelé, qui a favorisé la perte de certaines activités à Alstom, comme je vous l'ai expliqué dans le chapitre 1, eh bien, l'Union européenne n'est pas nécessairement responsable de ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Alstom, puisqu'il y avait une exception dans le droit, et que cette exception peut être trouvée dans l'article L151-3 du Code monétaire et financier, qui est tout à fait compatible avec la réglementation et la jurisprudence européenne, et qui dispose que sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants, parmi lesquels les activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Alors, toujours au sens du Code monétaire et financier, je vous épargne les articles L151-2 et suivants. Vous avez une liste de secteurs jugés stratégiques qui est définie par décret
par décret du Conseil d'État et du ministre de l'économie, et qui permet donc de soumettre à autorisation certaines activités. Or, il se trouve que le décret Montebourg, donc le décret numéro 2014-479 du 14 mai 2014, étend la liste des secteurs stratégiques français, de sorte qu'il coïncide précisément avec les activités d'Alstom. Autrement dit, dans le cadre de l'affaire Alstom, le non-contrôle du mouvement de capitaux n'a pas joué, puisque les activités d'Alstom n'étaient pas soumises à la liberté complète des mouvements de capitaux. Au contraire, les activités d'Alstom ayant été listées comme stratégiques, l'État français avait les moyens d'émettre un droit de veto sur les transactions qu'il jugeait contraires à ses intérêts nationaux. Or, précisément, le décret Montebourg disposait que la vente d'Alstom était contraire aux intérêts nationaux. Donc, le ministre de l'économie de l'époque, qu'il s'agisse de Montebourg ou de Macron, avait le droit et pouvait tout à fait juridiquement suspendre tout ou partie de la vente d'Alstom. Autrement dit, donc, le ministre de l'économie de l'époque pouvait empêcher la perte des activités les plus stratégiques d'Alstom. Alors je ne dis pas que le ministre de l'économie devait nécessairement empêcher toute la vente des activités d'Alstom Power. En revanche, sur les aspects les plus stratégiques, et qui d'ailleurs faisaient partie de la liste issue du décret Montebourg, c'est-à-dire des parties des turbines Arabelle, des turbines à destination de nos porte-avions ou à destination de nos sous-marins ou les équipements de nos satellites, tout cela n'avait rien à voir avec l'activité historique d'Alstom ni avec l'objet de la vente en elle-même. Il était donc logique que le ministre de l'économie de l'époque suspende cette partie de la vente et fasse en sorte que les intérêts nationaux français soient protégés, en dépit de tout le reste qui aurait pu être vendu et qui était moins important pour les intérêts nationaux. Et c'est là qu'il y a quelque chose à creuser, puisque juridiquement, le ministre de l'économie avait un droit de veto, pouvait empêcher la perte d'activités extrêmement stratégiques, comme nous l'avons vu en partie 1, et qu'il ne l'a pas fait. Et il s'agit ici du ministre aussi bien de Montebourg que de Macron, puisque c'est Montebourg qui avait souscrit à l'accord qui a été signé finalement par Macron. Il y a donc sur ce point quelque chose à creuser. Autrement dit, l'affaire Alstom s'inscrit pleinement dans un contexte où certes les entreprises françaises sont très fragilisées du fait d'une politique européenne très pernicieuse, très délétère et qui rend l'État absolument passif en matière de protection industrielle, mais pour autant, la conclusion de l'affaire Alstom aurait pu être bien différente si le gouvernement français de l'époque avait suspendu au moins la partie des turbines nucléaires, des turbines Arabelle produites par Alstom. C'est là qu'il faut poursuivre en étudiant pourquoi les élites françaises n'ont pas poussé, pourquoi elles n'ont pas suspendu cette vente à ce moment-là. Conclusion du chapitre 4. La conclusion du chapitre 4 est la suivante, c'est qu'avec le décollage des BRICS et la contraction du commerce mondial, après 2008 notamment, la concurrence est désormais telle que protéger les industries nationales est devenu une nécessité absolue. Aussi bien la Chine que la Corée du Sud, la Russie que les États-Unis, chaque pays qui souhaite se développer axe son développement sur le contrôle des mouvements de capitaux, les aides d'État, la commande publique et l'usage calculé de sa politique monétaire, douanière et commerciale. Autrement dit, sur la souveraineté pleine et entière d'États dont la volonté est d'être autonome et de se développer. Or, à l'inverse, l'Union européenne interdit, encadre, limite ou simplement complexifie tous ces leviers pour les rendre inopérants. Si bien qu'aucune politique industrielle efficace n'est possible dans ce cadre, puisque vous n'avez quasiment pas de contrôle sur votre économie. Et les choses sont tellement complexes que l'État finalement ne joue pas vraiment son rôle, en tout cas en France. D'autant que l'État français n'a pas le contrôle de sa politique monétaire, douanière, budgétaire, et ne peut donc pas jouer de cohérence lorsqu'il souhaite redynamiser son industrie par des dévaluations compétitives, comme historiquement c'était le cas. Les industries européennes, en particulier françaises, souffrent donc de cette situation, puisqu'elles sont impuissantes chez elles, elles sont isolées à l'international,
soumises à une concurrence acerbe partout, délaissées par leurs États, et doivent faire face à des entreprises qui sont, elles, hyper compétitives et qui sont, elles, surprotégées par leurs États sur des marchés qui sont verrouillés et sur lesquels s'appliquent des préférences nationales. Autrement dit, dans un pareil environnement, toutes nos entreprises sont menacées. Et dans ce cadre, l'affaire Alstom s'inscrit pleinement, même si, évidemment, il y a quelque chose, une piste à creuser sur le pourquoi les ministres de l'époque n'ont pas suspendu la vente alors que juridiquement ils en étaient disposés. Alors les sources du chapitre 4 que je viens de vous présenter sont des ressources évidemment sur les questions du protectionnisme et de l'industrie. Je vous renvoie vers chacune de ces sources et particulièrement vers le livre d'Eric Reinert qui est d'une très bonne qualité. Pour conclure sur la partie 2, c'est-à-dire sur les chapitres 3 et 4 que je vous ai présentés. Ce qu'on peut voir, c'est que Alstom, comme la CGE et comme toute l'industrie française, a en réalité subi les effets des politiques du gouvernement français, d'abord glorieuse, une politique du temps du général de Gaulle, qui a fini par sombrer dans la confusion sous la présidence de Giscard et de Mitterrand, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. La CGE, dans ce cadre, qui a été nationalisée, puis privatisée, puis politisée, puis ouverte aux capitaux étrangers, puis démantelée en 2 entités, Alcatel d'un côté, Alstom de l'autre, doit son sort aux décisions prises dans les années 80. En tout cas, doit son sort en partie à ces décisions, puisque vous avez ce cadre très néfaste qui a fragilisé nos industries. La destruction de la CGE ayant entraîné celle d'Alstom, de près ou de loin, l'affaire Alstom n'est que son continuum. Et donc ces politiques-là, qui ont eu une implication sur le premier facteur, ont eu, de près ou de loin toujours, une implication sur le second. Parallèlement à ça, le cadre réglementaire dans lequel évoluent nos entreprises est des plus préoccupants. Sous l'empire de l'Union européenne, aucune industrie française ne peut bénéficier d'un semblant de protection, de préférence nationale ou d'aide de l'État significative. Elles doivent surmonter des concurrents qui sont plus compétitifs, qui sont plus protégés, qui sont plus soutenus et qui sont plus solidement ancrés sur des marchés d'avenir qui, eux, sont protégés et qui, eux, sont soumis au principe de préférence nationale. Donc, isolées, vulnérables, soumises à un actionnariat étranger et totalement négligées par les hauts fonctionnaires français, nombre de nos industries nationales sont en danger et donc l'affaire Alstom découle bien de 40 années de mauvaise politique, comme toute la désindustrialisation de la France, cadre dans lequel elle s'inscrit en définitive. Alors, dans la prochaine séance, nous étudierons l'intelligence économique américaine en général pour mieux cerner son implication, son rôle dans le cadre de l'affaire Alstom en particulier. Nous analyserons les dispositifs et la stratégie des États-Unis dans le renseignement économique et la domination commerciale, et nous verrons comment les États-Unis utilisent le droit comme une arme de guerre économique qui sert à défendre leurs intérêts, là où la France a un retard particulièrement appuyé en la matière. Il s'agira donc de mieux comprendre comment et pourquoi Alstom s'est trouvé empêtré dans les filets de la justice américaine, et donc comment et pourquoi l'on peut bien parler aujourd'hui de l'affaire Alstom. Je vous remercie.